de survie du lymphocyte B. Donc s'il n'y a pas ce leurre d'ancêtre sur ces chaînes, pseudo-chaînes légères, il n'y a pas de maturation B, on a une lymphocytose B. La même chose, on peut avoir des anomalies au niveau de l'IG-alpha et IG-bêta. Vous connaissez très bien CD79A et 79B, c'est ce complexe moléculaire qui est toujours associé au niveau de surface, qui transmet le signal. C'est un peu l'équivalent du CD3, c'est le CD3 du B. Voilà. Alors, les autres, j'en parle pas parce que la cytométrie n'intervient pas beaucoup. Alors, c'est un blocage de maturation du pré-B au B. Donc, on n'arrive pas à faire une maturation B normale. Donc, il y a le blocage, il n'y a pas du tout de B, il n'y a pas d'hémoglobine. C'est ça les lymphocytose B ou les agammaglobulinées. Alors, l'exploration du B, marqueur spécifique, 19, 20. Je rapproche. Merci beaucoup. Ah, d'accord, ok. Merci. Il fallait me dire dès le départ. Alors, les deux marqueurs spécifiques du lymphocyte B, c'est CD19, CD20. On peut aller plus loin pour voir si on est devant un phénotype naïf ou activé. Un sujet normal, 60% de naïf, 20% d'activé. Donc on fait CD27 pour le voir. Alors, c'est un blocage, on n'arrive plus à faire une maturation correcte, soit par anomalie BTK, transmission liée au sexe, c'est la forme la plus fréquente, ou toutes les anomalies autosomal récessives que j'ai citées tout à l'heure. Cytométrie, très simple. CD19, anti CD19, guillotine 45, pas de lymphocyte B. Pas de souci. Alors je vous montre ça dans les distincteurs moraux. Je viens de vous citer la lymphocytose B, on a d'autres, tels que le CIBD ou common variable de déficiency, ou appelé hypogammaglobulinémie commune d'expression variable. Plusieurs anomalies ont été citées. L'une des anomalies que nous retrouvons assez fréquemment dans nos séries, c'est l'absence de lymphocyte T, l'absence de lymphocyte B activé chez ces malades qui ont une common variable immunodéficiency devant témoin, où nous avons une expression du CD27 sur le lymphocyte B. Alors, troisième groupe, je vais prendre aussi deux exemples. Troisième groupe, c'est les PID syndromiques. Nous allons prendre deux exemples, je pense. Le syndrome de Wiskott-Aldrich, que les hématologistes connaissent très bien. C'est une anomalie génétique d'une protéine qu'on appelle WASP, qui intervient dans la polymérisation de l'actine. Ce sont des enfants qui font un eczéma, de l'autorité, des infections, des hémorragies. Signe biologique, on sait que ce sont des enfants qui ont des petites plaquettes, thrombopénie. Sur le plan immunologique, il n'y a pas un profil assez particulier. On a une lymphopénie progressive cellulaire qui s'installe, une prolifération lymphocytaire qui est normale légèrement diminuée, et des IgA diminuées, des IgA augmentées, des IgA normales. On peut avoir aussi une augmentation des IgA. Alors la cytométrie, le WASP, la protéine WASP, elle est dans les cellules, donc il faut faire de l'intracellulaire. On peut démontrer chez les malades, voilà, avec un témoin, il n'y a pas d'expression de cette protéine WASP chez les patients avec un Wiskott-Aldrich. Troisième, quatrième groupe, c'est les défauts de la dysrégulation du système immunitaire. Nous allons voir deux exemples. Le syndrome lymphoprolifératif auto-immun. On a l'impression que ce n'est pas un déficit. Syndrome lymphoprolifératif auto-immun. Et on a le syndrome hémophagocytaire. C'est quoi? Donc c'est une dysrégulation, donc c'est le groupe de la dysrégulation. En fait, ce sont des pathologies de la voie de la cytotoxicité. Si on voit un peu la cytotoxicité, sont des anomalies de sécrétion des perforines et ganzines. C'est surtout le syndrome hémophagocytaire. Si on a des anomalies, des couples de la mort, des couples de l'apoptose, phase-ligand, si on a plus ce couple qui fonctionne très bien, la cellule ne meurt plus. Elle est là, mais elle va proliférer. Donc ce sont des problèmes de lymphoprolifération par absence d'apoptose. C'est le autonome lymphoprolifératif syndrome, ou ALPS. Alors, on commence par le lymphoprolifératif avec autonomité, splénomégalie, hépatomégalie, adénopathie, c'est la lymphoprolifération, il y a de l'autonomité, une hypergamma, augmentation des phases ligands, qui est une particularité
particularité phénotypique de ce déficit, on recherche une expression, une augmentation d'une population doublement négative qu'on n'a pas chez le sujet simple. Donc, ces malades, on a remarqué qu'il y a une augmentation d'une population, c'est les 4 mois, c'est les 8 mois. TCR alphabétal, c'est-à-dire les lymphocytes T. Généralement, c'est un problème, il y a d'autres anomalies, mais le plus fréquent, c'est l'anomalie de la protéine FAS. Le récepteur du FAS ligand est impliqué dans l'apoptose. Alors, il y a plusieurs formes, la forme totale, la forme atypique. Dans la forme totale, regardez, il y a absence. Pardon, excusez-moi, ici, qu'est-ce qu'on voit? Oui, ici, on voit la population doublement négative. Regardez chez le patient, il y a une augmentation de la population doublement négative par rapport au sujet simple. Alors, comment on fait? Donc, un gating CD3, CD4, CD8, on a une population doublement négative, et on voit que TCR alpha-bêta, on voit dans cette population, il faut faire le gating aussi TCR alpha-bêta, dans cette population TCR alpha-bêta, quelle est la proportion du double négatif? Si elle est supérieure à 1,5%, c'est pas normal, on peut suspecter un LPS, donc une lymphoproliférative sévère. Alors, on peut aussi faire par cytométrie, voir si ces cellules ont du FAS ou pas. On le fait surtout sur des gating sur les cellules cytotoxiques, soit CD8, soit CD56, et on démontre l'absence de la protéine FAS sur ces cellules cytotoxiques. Deuxième déficit dans ce groupe de dysrégulation immunitaire, c'est le syndrome hémophagocytaire, il y a plusieurs pathologies, le FHL, glycérie, chédiaque. Alors c'est quoi? Généralement, par exemple dans le glycérie, nous avons un albinisme partiel, un syndrome hémophagocytaire. Vous voyez que ce sont des enfants qui ont des cheveux grisonnants, ce syndrome de glycérie. Alors, ou syndrome de Chidiac-Higashi, donc c'est un problème, on va le voir. Alors, dans le Chidiac-Higashi, nous avons des inclusions géantes dans le PNL, et on peut voir au microscope un peu les cheveux de ces patients. Voilà un cheveu normal. Pour le glycérie, nous avons des inclusions qu'on voit ici, c'est la mélisme avec ces inclusions. Elles sont plus petites dans le Chidiac-Higashi. Alors, voilà un peu la génération des perforines granzymes, la protéine est fabriquée et dans les vésicules transportées. Alors, quand il s'agit d'un problème de fabrication de la perforine, c'est la lymphohistocytose familiale ici. On a un déficit en perforine, ou une autre forme, l'hémolyse 13-24, c'est aussi lymphocytose familiale. Quand c'est un problème de transport des vésicules, l'anomalie n'est pas sur la perforine, ça peut être le syndrome de Chidiac-Higashi ou syndrome de glycérie. Je passe rapidement. Donc, c'est lymphocytaire. Rapidement, on peut voir des CD3 HLTR. Donc, un profil lymphocytaire T activé. Et on peut faire aussi, en intracellulaire, la perforine sur des cellules cytotoxiques, CD8 ou CD56, l'absence d'expression de la porphyrine chez le patient, comparé toujours au contrôle. Je pense que le dernier groupe, c'est les anomalies de la phagocytose en fonction au nombre. Je vous ai pris deux exemples où la cytométrie en flux est une bonne application. Le GLAD, le leucocyte AD, j'ai déficit ici, le déficit d'adhésion leucocytaire, c'est un déficit dans les molécules d'adhésion. Les molécules d'adhésion, la famille des bêta-2 intégrines, particulièrement la chaîne CD18, qui forme cette molécule NFA1, qui est une molécule d'adhésion qui est très importante. En fait, sans molécule d'adhésion, le lymphocyte ne quitte pas les molécules, ne quitte pas les vaisseaux pour aller vers les tissus. Deuxième exemple, c'est la granulomatose septique chronique, c'est une anomalie de la bactéricide. La cellule n'arrive pas à produire ces produits qui sont toxiques pour la bactérie, donc la cellule phagocytaire ne tue pas le microbe, elle est là. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire en cytométrie. Alors là, la de type 1, c'est le déficit en CD18, autosomal récessif. On peut le suspecter déjà avec un retard de chute du cordon ombilical. Le cordon ombilical tombe parce qu'il y a un processus inflammatoire nécrosite. Ce sont des enfants qui ne peuvent pas faire une axe inflammatoire normale. Les polynucléaires ne font pas cette marginale, cette diapédèse. Donc il y a un retard de chute. Ce sont des enfants qui font des péridontites des gingivites, hyperleucocytose,
surtout ce sont une polynucléose, absence d'expression du CD18, donc il y a un problème de chimiotactique de ces polynucléaires. Généralement, ce sont des malades qui font des infections bactériennes caractérisées sans pu. Parce qu'il n'y a pas de polynucléaires qui arrivent au niveau du foyer infectieux, que vous savez tous, ce sont les polynucléaires altérés. Donc ce sont des infections caractéristiques sans pu. Alors, voilà, c'est juste pour vous montrer un peu ce qui se passe. En fait, la cellule qui veut quitter le vaisseau, il y a des signaux inflammatoires qui font qu'il y a un processus, elle va rouler, elle va ralentir sur la cellule endotheliale vasculaire, elle va ensuite adhérer fermement à la cellule endotheliale vasculaire et des mécanismes qui la font passer à travers la cellule endothéliale. Donc dans tout le processus, la molécule alpha 1 avec son ligand 1 sont importants pour faire une adhésion ferme de ces cellules pour qu'il y ait passage. Donc sans molécule alpha 1, la cellule ne passe pas, il n'y a pas de polynucléaire qui arrive au foyer infectieux. Sur le plan cytométrique, voilà, on fait le CD18, un anti-anti-CD18, on fait le gating sur les lymphocytes, ou monocytes, polynucléaires, peu importe, et on voit qu'il y a absence d'expression de la molécule CD18. Comparé toujours par rapport à un contrôle. La dernière, ou le dernier déficit dont on va voir ensemble, dans le groupe des anomalies de la phagocytose, c'est la granulomatose septique chronique. Il y a un déficit de la phagocytose. Il y a plusieurs anomalies décrites. Il y a la forme d'IO7, c'est surtout la GP91-FOX, une forme transmissible par chromosome X, et on a des formes autosomales récessives. En général, c'est une anomalie de la génération des ions superoxydes, donc de l'explosion oxydative. Donc ce sont des anomalies dans les protéines de la NADPH oxydase. Autrefois, on le fait toujours, le diagnostic sur l'âme, ce qu'on appelle le test du nitro bleu de tétrazolium, le NPT, vous voyez. Donc ce teint colorant, donc, et on active les cellules. S'il y a une explosion oxydative, et on voit très bien chez le contrôle, regardez des PNN qui deviennent tout noir, c'est dû à. Quand il n'y a pas d'explosion, les cellules restent incolores. C'est grâce au nitro bleu qui n'est pas réduit chez les malades, alors que le nitro bleu de tétrazolium il est réduit chez les contrôles. En cytométrie, il y a une application assez séduisante qui a été décrite il y a quelques années, c'est la DHR ou la dihydrorhodamine. En fait, on active les cellules, on rajoute sur le colorant, et on va faire ce qu'on appelle un index de NOI. Donc c'est un index entre les cellules, la fluorescence des cellules activées sur les cellules non activées. Alors, quand cet index est supérieur à 30, l'explosion oxydative est bonne. Quand cet index est inférieur à 30, on est devant un déficit de l'explosion oxydative. Et là, on voit, regardez, la fluorescence chez le contrôle, chez le patient, on a une diminution. Chez la maman, on a un profil avec un NOI, donc cet index inférieur à 30, qui est un déficit, avec un autre supérieur à 30. Donc elle est hétérozygote, la maman. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le panorama de toutes les applications qu'on voit en cytométrie en vue concernant le diagnostic du système cardiaque. Je vous remercie de votre attention. Et c'est des questions.